Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la dernière équipe du World Tour, mais il va y avoir encore la présentation des équipes de deuxième division qui arrivera dans la suite, dans les jours à venir, parce que c'est vrai qu'en ce moment on est un petit peu à la bourre, même grave à la bourre. Que les présentations d'équipe World Tour qui se terminent le 27 janvier, c'est quand même pas souvent. Mais il y a eu le Dakar, là il y a eu beaucoup de vidéos en janvier. Donc c'est ce qui fait ce petit retard, ce gros retard même. Donc on va revenir un petit peu sur cette formation qui, avec les changements de sponsors, se retrouve en dernier. On parlera de la saison 2024, des possibilités de cette équipe également en 2025. Et puis, on gardera les coureurs à suivre parce que l'effectif a énormément changé du côté de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui font également cet effort. On commence tout de suite avec XDS Astana, par une tradition pour les équipes du World Tour, c'est le budget de cette formation. Alors cette équipe, c'est un budget qui n'est pas si énorme que ça. À l'époque d'Astana, on était aux alentours de 25 millions d'euros. C'était quand même pas le plus petit budget du World Tour, hein, malgré des résultats qui n'étaient pas exceptionnels. Avec l'arrivée d'XDS, on peut se dire peut-être que le budget sera autour de 30 millions, 32, 33 millions, mais pas beaucoup plus. Parce qu'en fait, c'est plutôt Astana qui baisse un peu ses billes. Donc, je rappelle, Astana, c'est un consortium d'entreprises kazakhs, parce qu'Astana, en fait, c'est la capitale du Kazakhstan. Et en fait, c'est plutôt Astana qui met moins d'argent et il compense avec le sponsor chinois. L'objectif quand même annoncé de cette équipe, c'est d'avoir des meilleurs résultats en World Tour. C'est et de rester en World Tour. Bon, il y a toujours des sponsors qui connaissent pas le monde du cyclisme, ça me surprend toujours. Ça me rappelle Destiny avec la Lotto. C'est un peu pareil parce que Astana, ils peuvent pas rester en World Tour. Ils auront pas suffisamment de points, même si Arkea fait faillite. De toute manière, Arkea aujourd'hui n'est pas dans les équipes qui restent en World Tour. Donc je vois difficilement cette équipe-là rester. Il faudrait un miracle quand même du côté d'Astana. Il va falloir brûler des cierges. Et des fois, je suis toujours surpris par ces sponsors qui, quand ils arrivent dans un monde, ont l'impression de ne pas connaître ce monde-là. Et j'ai l'impression le cas de ce nouveau sponsor XDS. Alors, c'est un gros changement pour Astana parce que on change de marque de cycle également. Parce que XDS va fournir les vélos. Donc ça fait pas mal de modifications avec ces cadres qui sont modifiés, peut-être d'autres pièces également modifiées par rapport aux années précédentes, hein. Et donc c'est des grosses modifications pour cette équipe. Oui, par exemple les pneus c'était des Victoria, on va passer à des Continental. Donc ouais, il y a beaucoup de différences d'une année sur l'autre et puis surtout des cadres qui sont pour le moment inconnus. Donc on ne sait pas si ce sont des bons vélos, des mauvais vélos. Et on sait que les vélos, ça peut vraiment changer la donne du côté des résultats. Bon, retour sur l'année 2024 de cette équipe. C'est des résultats d'une équipe de deuxième division. Bon, en réalité, c'est ça le problème d'Astana, c'est qu'aujourd'hui c'est une équipe qui est en World Tour, mais qui a quand même du mal sur les épreuves World Tour, hein. Alors oui, sur quelques épreuves, elle arrive à faire la différence. Mais c'est une équipe qui aujourd'hui n'a pas la densité dans l'effectif en 2024, et je ne suis pas sûr qu'elle l'ait encore en 2025, pour avoir des grands résultats. Et puis ils sont tellement en retard que de toute manière, il faudrait presque avoir Pogacar hein, pour pouvoir rester en World Tour. Alors l'an dernier, on notera bien entendu la tournée d'adieu de Cavendish qui s'est finie quand même avec cette victoire sur le Tour de France. Fortunato qui n'avait pas fait de mauvaise saison, notamment avec une 12e place sur le Tour d'Italie et une 16e place sur le Tour d'Espagne. Mais voilà, c'est sûr que Lutsenko a été en difficulté.
Des petits punchers italiens, notamment Velasco, n'ont pas été exceptionnels. Et puis après, Seichebol, c'est pas beaucoup de résultats non plus, donc ça reste une saison qui est dans la lignée en fait des années précédentes, qui est dans la lignée du cycle depuis 2-3 ans, c'est-à-dire qu'Astana est une équipe qui n'est plus au niveau pour rester en World Tour. Alors, ils s'en sont sortis la dernière fois parce qu'ils avaient fait une année Covid très bonne, notamment, mais aujourd'hui Astana en termes de résultats sur les 4-5 dernières années il y a eu quand même la courbe, elle fait ça hein, dans ce sens là hein, c'est le tour Malais mais inversé. La courbe de Astana c'est vraiment terrible en termes de résultats depuis quelques temps. J'ai envie de dire depuis la reprise en main de l'équipe par Vinokourov parce que je pense que l'équipe s'en sortait très bien sans lui. Là, c'est toujours lui qui a la tête de l'équipe. Il va falloir voir quand même du côté d'Astana en 2025 comment ça va se passer entre les deux sponsors. Parce qu'on voit déjà qu'il y a un peu une guerre, notamment sur le cas Syriza, où on l'a fait descendre en équipe développement, mais je crois qu'Astana voulait pas trop le faire descendre en équipe développement. Mais les sponsors chinois voulaient forcément un coureur chinois dans l'effectif. Donc ils ont un peu fermé leur gueule du côté d'Astana, mais ce genre de situation va peut-être être de plus en plus compliqué. Et les Chinois, on se souvient notamment du championnat de football, dès que ça gagne pas, ça dégage. C'est-à-dire qu'il faut des résultats en Chine. De toute manière, je le dis, en Chine, on ne fait pas du sport par passion. C'est toujours une particularité, mais on l'a vu plein de fois, notamment Björn Dahlem quand il a entraîné l'équipe de biathlon chinoise. On fait du sport parce que c'est un métier, comme on ferait sportif, comme on peut faire boulanger, comme on peut faire éboueur, voilà, c'est un métier sportif. Donc, quand XDS met de l'argent dans une équipe de sport, elle attend des résultats. Si les résultats n'arrivent pas, ils feront du changement. Et Astana, qui n'arrivera peut-être pas à suivre en termes de budget, ne pourra pas défendre éternellement Vinokourov. Donc je ne sais pas si l'alliance va fonctionner longtemps. Et surtout, l'équipe, encore une fois, le problème de cette formation, c'est que c'est trop faible. C'est trop faible. Alors ils ont quelques résultats, mais tu vois que sur les épreuves World Tour, aujourd'hui, ils s'en sortent pas parce que le collectif n'est pas suffisant. Donc l'année 2024 n'a pas été excellente. Mais comme les années d'après, mais en fait ils sont dans leur moyenne de résultats. Voilà, et je suis pas sûr qu'en 2025 ils arrivent à relever la tête énormément, même malgré l'envie de vouloir rester en World Tour. Puis encore, ils ont un tel retard de points que ça risque d'être compliqué quand même. Bon, on va regarder les victoires, elles ne sont pas nombreuses, elles sont au nombre de 12. On rajoute à ces 12 victoires 5 victoires de coureurs qui sont dans l'équipe mais qui n'avaient pas le maillot de cette formation ce jour-là. C'est Nicolas Vinokourov sur la 5e étape du Tour du Japon. C'est le championnat d'Asie du contre-la-montre homme pour Fedorov et espoir pour Nicolas Vinokourov également. Ivan Smirnov remporté la 4e étape du Tourul Romanei donc en Roumanie, puis Enoch Mouloubran remporté le championnat d'Afrique sur route. Du côté des 12 victoires de cette formation, eh bien, vous noterez qu'il n'y en a qu'une seule en World Tour, c'est celle de Mark Cavendish sur le Tour de France. Sinon, c'est Tour de Colombie, étape 2 et étape 4, étape 2 pour Terrada, étape 4 pour Cavendish. Lutsenko remporté le Tour des Abruzzes avec l'étape 3 au final. Deuxième étape du Tour de Turquie pour Max Kanter, deuxième étape du Tour de Hongrie pour Mark Cavendish. Gruzdev remporté le titre du Kazakhstan du contre-la-montre et sur route. Le Tour de France étape 5 pour Cavendish. Smirnov, 5e étape du Tour des Nanes. La première étape du Tour de Langawi pour Gleb Syriza. Et la dernière victoire, c'était Ivan Smirnov sur la 3e étape du Tour de Kyushu. Je vais réussir à faire une phrase en français. Bon, autant vous dire que c'est quand même pas très folichon, ce petit total-là. 12 victoires, c'est moins qu'en 2023, c'est quand même plus qu'en 2022. Mais ça reste très loin des meilleures années de cette équipe où on était en capacité de faire entre, 20 et 30 victoires par an.
et puis des victoires d'un plus grand standing que celles qu'on a eues, parce qu'au final, une seule victoire en World Tour, il y a 4 Pro Series, il y a quand même dans ces 12 victoires, 5 de 1 et le championnat national du Kazakhstan, qui n'est pas d'un très haut niveau non plus. Donc ça reste très faible. Heureusement, encore une fois, qu'il y a eu l'Asie, qu'il y a eu la Colombie aussi, pour aider cette équipe, mais qui ne sont pas des épreuves World Tour et qui sont loin d'un niveau World Tour quand même, ces courses-là. Bon, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Nombre de jours avant la première victoire, 37. Donc c'était le Tour de Colombie avec Harold Terrada. C'est plutôt dans la moyenne de cette formation, à part en 2017 où il avait fallu attendre 106 jours. Sinon, ouais, on est entre 30 et 40 jours. Ça avait été long également en 2021 pour Aramburu sur le Tour du Pays Basque. Du côté des points au niveau du standing, au niveau des classements, au niveau des victoires, du côté de cette formation Astana, eh bien on est même derrière l'équipe de développement. Avec 12 victoires, on est 31e. Et il n'y a que Arkea qui a moins gagné et Movistar. Et Cofidis, pardon, j'avais oublié la Cofidis, il y a 3 équipes qui ont moins gagné qu'eux, mais des équipes qui, à l'inverse, ont marqué un petit peu plus de points. Je crois que même Arkea avait plus de points au niveau Pro Cycling Stat. Du côté des victoires en World Tour, eh bien, nous sommes à une seule, donc c'est à égalité avec Arkea et Movistar qui ferment la marche. Et du côté du nombre de vainqueurs différents, du côté d'Astana, eh bien, on est à 7 vainqueurs différents. Donc on est dans la moyenne basse du World Tour, à part Cofidis. Mais encore une fois, Cofidis a moins gagné de courses que Astana. Donc c'est à égalité avec Arkea, notamment, dans ce domaine-là. Du côté donc des points Pro Cycling Stat, seulement 3384 points l'an dernier. Alors c'est un petit peu plus, de manière surprenante, qu'en 2022. C'est plus également qu'en 2023, mais ça ne reste pas suffisant. Et on est loin des années précédentes là aussi. Hein. Il y a eu une période forte de Astana. C'est plus le cas aujourd'hui en termes de résultats. Hein. Cette équipe est quand même largement rentrée dans le rang. On passe aux transferts. Ils sont extrêmement nombreux du côté de cette équipe, avec beaucoup de retraites et beaucoup de nouveaux coureurs. Alors, Mark Cavendish a pris sa retraite comme Michael Morkov, Rudiger Selig également. Plus surprenant, Gleb Bruzanski, parce qu'il avait seulement 24 ou 25 ans. Vous avez Gruzdev qui ne sait toujours pas où il va aller malgré son titre de champion du Kazakhstan. 2 coureurs rejoignent l'équipe China Glory, Mentec Continental Cycling Team, c'est Guidish et Chezan. Et puis 2 équipes rejoignent l'équipe continentale de Astana, c'est Maroukin et Santiago Umba. Et puis Gleb Syriza également qui rejoint cette formation. Lutsenko, l'enfant du pays, rejoint Israël. Et enfin Garofoli rejoint la Soudal Quickstep et Pronsky rejoint Terengganu Cycling Team qui en ce moment est sur le Alula Tour et Battistella la EF. Du côté donc des coureurs, donc c'est pas très folichon du côté des coureurs qui partent, c'est pas très folichon également du côté des coureurs qui arrivent. Diego Ulissi, donc qui vient de la UAE et qui rejoint cette formation, Wout Poels qui vient de la Bahreïn, mais on est quand même sur des coureurs qui ont largement plus de 30 ans, Mike Tennyson qui a été chez Intermarché, Guita qui a été chez Red Bull Borans-Grohe, Masnada qui a été chez Quickstep, Champoussin chez Arkea, Aaron Gate qui était chez Burgos, Maloucheli qui était chez JCL Timukyo, Nicolas Conchi qui était chez Alpecin. Et puis on a 2 coureurs qui étaient dans l'équipe de développement, c'est Alessandro Romele et Davide Toneati. On a Darren Van Beckum qui était dans l'équipe de développement de la Visma, Florian Samuel Kajamini qui était dans l'équipe BH Bank Kolpak Balan, et puis Agnew Su qui était lui dans l'équipe China Glory. Voilà, du côté des coureurs qui sont arrivés dans cet effectif.
Donc c'est pas foufou, quoi. Hein. Cette équipe, dans l'effectif 2025, est bien l'équipe Astana. Et 13e du côté des équipes les plus jeunes, à égalité avec... devant Ineos, mais derrière UAE, derrière Soudal Quickstep, derrière Groupama, ou encore Intermarché, et puis avec 27 ans,3 de moyenne d'âge, eh bien c'est quand même plus d'un an et demi plus âgé que la Bahrain Victorious et que la Picnic. Et puis donc cet effectif 2025, il me fait penser que... voilà quoi. Enfin, c'est vraiment pas foufou hein, du côté de cet effectif encore. Déjà, on n'a pas de sprinter vraiment très bon. Chessball, j'ai peur que ça soit un peu léger. On a Fortunato pour jouer le général, mais on sait qu'il est limité du côté du contre-la-montre. Moiguita, est-ce qu'il arrivera à se relancer? Il y a Terrada, qui reste quand même un coureur intéressant aussi. Woodpools, bon bah quand même 37 ans Woodpools, hein, donc je m'attends pas à un miracle au bout d'un moment. Bettiol, ça reste un coureur qui est très irrégulier. Charming, il a pas fait grand chose en dernier, donc je suis pas sûr qu'il arrive à s'en sortir ici. Non, c'est pas suffisant en fait pour rester en World Tour, vu le retard qu'ils ont. Il aurait fallu un Philipsen, un Pogacar, un Van Der Poel pour remonter la pente. En gros, ils ont 4000, 5000 points de retard. C'est énorme. Donc il fallait des coureurs de ce type-là. Alors ils ont bien tenté avec Caleb Ewan. On sait qu'ils ont tenté avec Caden Groves. Mais regarde, même Caleb Ewan, il va chez Ineos. Caden Groves, il a préféré renouveler son contrat avec Alpecin plutôt que d'aller dans cette équipe. Ça montre aussi que c'est une formation qui n'attire plus parce que déjà elle est en grand danger pour rester en World Tour, donc c'est aussi le problème un petit peu qu'Arkea, c'est que pour attirer des coureurs qui savent qu'ils auront peut-être plus accès aux meilleures courses du calendrier dans un an, c'est compliqué, parce que Astana, le jour où Astana descend en deuxième division, je suis pas sûr qu'Astana soit invité sur beaucoup de courses de World Tour, hein, parce que c'est déjà l'effectif en ce moment fait pas vraiment rêver, il n'y a pas une star, et ensuite, je pense que ça emmerderait pas beaucoup d'organisateurs de courses de se débarrasser d'Astana. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile pour recruter pour cette équipe-là. Et puis après, tu sais qu'il faut en plus faire avec Vinokourov. Vinokourov fait peur. Parce que tu sais très bien comment marche Vinokourov, il a mis quand même ses deux mômes dans l'équipe, enfin voilà, il faut être dans ses bons papiers quoi. Depuis toujours, hein, parce que Nibali, par exemple, s'engueulait très souvent avec Vinokourov, tu sais très bien qu'il faut être dans les bons papiers de Vinokourov, et que si t'es pas dans les bons papiers, c'est compliqué. Et puis certains coureurs ont quand même un peu la pression, je pense que c'est une maison de retraite plus qu'autre chose, donc... ouais, ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver cette équipe. Donc non, je pense pas que cet effectif-là sauve l'équipe de la relégation. Même si le début de saison est pas mauvais, on est sur des courses de 1 et de 2. Cet effectif-là en World Tour, il n'existe pas. Ou que sur quelques courses. Donc c'est pas suffisant. Et puis ils n'ont pas accès aux Coupes de France. Ils font pas les Coupes de Belgique non plus, Astana. Alors oui, il va y avoir les courses en Asie, mais bon, même s'ils vont dominer dans ce calendrier-là, surtout il va falloir se méfier parce qu'il y a quand même des équipes de deuxième division, je pense notamment Burgos, qui ont tendance maintenant à souvent aller aussi en Asie. Peut-être aussi l'ancienne Coratec va également y aller. Donc c'est des points qui potentiellement vont te manquer parce que tu ne seras pas la seule équipe qui voudra aller chercher des points à ce moment-là. Donc c'est là où ça va commencer à être difficile hein, pour Astana. Mais très clairement, je vois pas cet effectif-là sauver la tête de l'équipe en World Tour. Pour moi, c'est pas suffisant actuellement par rapport à l'effectif. C'est vraiment pas suffisant pour rester en World Tour. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Je commence avec un Français. C'est pas arrivé souvent, je pense, chez Astana d'avoir des coureurs français. Clément Champoussin. Il a cassé son contrat avec Arkea. Alors ça a été presque d'un commun accord parce que je pense que Arkea, déjà au niveau financier, ça leur faisait du bien. Parce que je pense que Champoussin avait un gros contrat à l'époque parce que quand il est arrivé,
Chez Arkea, ça restait quand même un jeune en devenir très prometteur. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Alors, ça reste un coureur qui est capable d'avoir des résultats sur des Pro Series, sur des épreuves, peut-être quelques épreuves World Tour, où on n'a pas forcément une grande densité. Mais c'est sûr qu'on est loin des espérances qu'on avait après sa victoire d'étape sur la Vuelta. On est loin du Champoussin qui était en capacité d'aller chercher des gros résultats face aux meilleurs coureurs sur la Vuelta en 2021. Ça fait partie des coureurs où leur carrière reste quand même un peu une énigme. Hein. Ah, Champoussin, Pierre Latour. Il y a quelques-uns qui sont passés chez AG2R où on se dit... Calme-Jeanne, par exemple, des jeunes très prometteurs qui font une bonne année. Allez, 18 mois de qualité, et puis derrière, disparaissent. Champoussin est plutôt dans cette chose-là. Alors, l'an dernier, encore une fois, il marque beaucoup de points sur l'année, mais c'est pas sur des grosses courses. Aujourd'hui, sur les grosses courses, il n'y a plus grand-chose à espérer. Alors, chez Astana, il va avoir sa carte. C'est pas une mauvaise idée d'aller chez Astana. Bon, après, il va jouer sa carte sur ces épreuves-là. Ça va lui permettre de faire un grand tour, je pense. Hein. On le verra sur un grand tour, Champoussin, peut-être même sur le Tour de France. Mais dans la réalité, il sait très bien que sur les épreuves World Tour, aujourd'hui, il est plus efficace. Par contre, sur les Pro Series, ça reste un bon coureur. Pour moi, on s'est aussi leurré avec Champoussin, c'est qu'on pensait que c'était un grimpeur, que c'est plutôt un puncher. Et je pense il a cru qu'il était grimpeur, parce que voilà, et je pense que c'est plus un profil puncher au final, parce que c'est là où il a ses meilleurs résultats. Donc est-ce qu'il va se concentrer sur ce type de course, en sachant qu'en plus ils ont pu Lutsenko, donc c'est vrai que ça va peut-être lui donner des opportunités sur ces épreuves-là. Après, il peut peut-être augmenter son nombre de victoires. Hein. Moi, je suis pas sûr que ce soit un mauvais choix de la part de Champoussin. Bon, après, tu sais très bien qu'en 2026, l'équipe sera plus en World Tour. Donc voilà, l'année 2025, il peut enchaîner les résultats. 2026, ça sera plus compliqué. Mais je pense qu'il arrivera à s'en sortir voilà, dans l'effectif. Mais bon, passer d'Arkea à Astana, c'est pas aller vers du mieux, je pense, en termes de professionnalisme et en termes de structure d'équipe et en termes d'accompagnement d'équipe. Ça, c'est clair et net. Sergio Higuita, bah, de toute manière, il fallait qu'il quitte l'équipe. On voyait bien que chez Red Bull Bora, il avait plus qu'un rôle d'équipier et c'était même plus un rôle de lieutenant, c'était vraiment un petit rôle d'équipier. Higuita, normalement, il fait toujours des bonnes premières saisons avec ses équipes, donc on verra ce que ça donne du côté d'Higuita, mais là aussi, troisième de Paris-Nice en 2020, quand même, troisième de Paris-Nice, et en 2020, il y avait du monde, parce que le calendrier était en train de s'arrêter à ce moment-là. Tour de Catalogne aussi, en 2022, avec son duo normand, avec Richard Carapaz. Mais c'est souvent irrégulier, Higuita. Et puis, ces derniers temps, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Lui, l'avantage, c'est qu'il sait que chez XDS Astana, il aura plutôt un statut de leader. Mais il va falloir se relancer. Est-ce qu'il est en capacité de se relancer, Higuita ? Je ne sais pas. Et si Astana l'a recruté pour marquer beaucoup de points sur une saison, je crois qu'on est d'accord là-dessus, Higuita n'est pas en capacité de le faire parce que c'est pas un coureur régulier. C'est le problème d'Higuita, c'est pas un coureur régulier. Donc c'est pas avec Higuita que tu vas sauver une équipe. Mais pour lui, de toute manière, il fallait quitter Red Bull. Il n'y avait plus d'opportunités chez Red Bull, à part s'il voulait devenir équipier. Et chez Astana, il aura un statut de leader. Puis il aura peut-être un choix de course qui lui convient plus. Mais si Astana l'a recruté pour sauver l'équipe, ils n'ont pas fait le bon choix. Mais ça reste un bon coureur. Un bon coureur. Donc on va le suivre quand même, Higuita. Fortunato. J'ai bien aimé sa saison 2024 à Fortunato. Parce que c'est vrai que sa dernière année en fait chez Holo Cometa m'avait quand même bien déçu. Et moi je disais depuis le départ, hein, vous savez, il y a quelques années déjà, ça remonte,
où je disais Fortunato, oui, pour moi, c'est un coureur vraiment d'avenir pour les grands tours. Et je le vois bien viser entre 8 et 10, quoi. Et le problème, c'est que plus il a continué chez Holo, moins il y a eu de résultats, presque. Et l'an dernier, bah, quand il arrive sur le Giro, je m'attends pas à grand chose, pour tout vous dire. Parce que bah, j'ai été un peu déçu de ses résultats précédents. Et bah, il fait une baladée. Il fait une baladée. Un Giro, il finit à la 12e place. Alors que sur la fin, je crois qu'il tombe. Bon, Vuelta où il fait 16e, en plus c'était la première fois qu'il enchaînait deux grands tours et qu'il participait à la Vuelta, donc c'est jamais facile. Vainqueur du classement de la montagne sur le Dauphiné. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? 10e du Tour de Catalogne. Pas de mauvaise année. Voilà, c'est pas une mauvaise saison. Il rapporte 652 points. Chez Astana, il y a peu de coureurs qui sont en capacité de dire qu'ils ont fait aussi bien. Pour moi, c'est sa meilleure saison en carrière à Fortunato. Il est en dernière année de contrat avec Astana. Donc ça va commencer à faire réfléchir. Mais son défaut, c'est le contre-la-montre. Il ne le réglera pas. À 28 ans, il ne va pas devenir bon sur le chrono. Parce que c'est son gros défaut aujourd'hui. Mais ça reste un coureur qui est capable de faire entre 8, 12 ou 13. Voilà. 8 s'il y a peu d'opposition, bon 12 ou 13 s'il se rate un peu et qu'il y a plus d'opposition. Donc pour Astana, c'est leur meilleure chance en montagne, Fortunato. Ils n'ont pas d'autres coureurs. En plus, ils n'ont plus Lutsenko. Donc c'est à part Fortunato, Masnada, à part s'il arrive vraiment à se relancer et qu'on retrouve le Masnada d'Androni. Bon, voilà, et de la première saison chez Quick-Step, mais en gros, c'est ta meilleure chance, Fortunato, aujourd'hui. Donc oui, forcément, on va le suivre, parce que tu n'as pas d'autres bons coureurs en montagne. Donc c'est le seul qui peut réussir à tenir un classement général sur un grand tour. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant et que il faut qu'il marque des points pour essayer de sauver l'équipe. Mais tu vois bien que contrat qui s'arrête en 2025, il va réfléchir forcément, hein, Fortunato. Est-ce qu'il continuera avec Astana ou est-ce qu'il ira dans une autre équipe? Je pense qu'il a plus d'intérêt à aller dans une autre équipe aujourd'hui, à redescendre en deuxième division, parce que si tu vas dans une équipe comme Eolo, Polti Cometa désormais, ou des formations comme ça, tu peux avoir une invitation en Tour d'Italie. Astana, encore une fois, je suis pas sûr qu'ils auront l'invitation. Donc voilà, il ira peut-être dans d'autres équipes. Fortunato, mais on va le suivre. Chessball. J'avais bien aimé sa première année chez Astana. L'an dernier, il a été poisson pilote, équipier de Cavendish. Bon, là, cette année, là encore, hein, ils n'ont pas réussi à avoir Caden Groves, ils n'ont pas réussi à avoir des gros sprinters. Il n'y a pas Gleb Syriza. Donc, t'as que Chessball, quoi, pour les sprints. La particularité de Chessball, c'est que c'est quand même un très grand gabarit. C'est un coureur qui frotte. Alors lui, il sait frotter, hein, mais parfois qui prend trop de risques et qui est un coureur qui va avoir tendance, je pense, à choper des cartons. Et puis après, sur les classiques flandriennes, il n'est pas suffisamment bon. Donc c'est vraiment que du sprint. Et face aux meilleurs sprinters, il a quand même du mal à rivaliser. C'est un sprinter qui est très bon, Chessball, sur les coups de bordure. C'est-à-dire, dans des situations de coups de bordure, ça reste un coureur qui est très performant. Sur des sprints donc comme ça, à 20-25 coureurs en petit comité, il est très fort. Quand on est sur des gros sprints massifs avec des grosses oppositions, aujourd'hui, il a atteint ses limites, quoi. Donc on sait qu'on n'ira pas chercher des gros résultats avec Chessball. C'est pas un mec qui va te faire gagner une étape sur un grand tour. Malheureusement. Donc on va voir ce que ça va donner. Lui aussi en dernière année de contrat. Après, un Chessball, je vois mal où il pourrait... je vois mal rester en World Tour. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a testé, on l'a retesté, à part s'il est poisson pilote. Mais en sprinter numéro 1, je ne le vois pas rester en World Tour. Après, une équipe comme Unibet pourrait être intéressée. Hein, l'équipe de Bastetiema, par un coureur comme Chessball, qui a quand même de l'expérience, qui est passé à la Rabobank dans l'équipe continentale,
chez SEG Racing Academy, chez Sunweb. Voilà, il a un peu d'expérience quand même et il est passé dans des structures intéressantes. Terrada, moi c'est un coureur qui m'intéresse, Terrada. J'ai bien aimé sa Vuelta, son début de Vuelta, je trouve que c'était pas mal. Ensuite il a un peu plus souffert. Je trouve que c'est un coureur qui mériterait d'aller dans une autre équipe qu'Astana. C'est-à-dire, je trouve que Astana, ça le bloque un petit peu au niveau des résultats. J'aimerais le voir dans une autre structure parce que je me dis, ah bah peut-être que dans une autre équipe, il sera en capacité de mieux faire. Voilà, c'est ma petite déception voilà, avec un coureur comme Terrada. Il fait 5e sur l'étape de Bologne, donc premier du sprint, quasiment au deuxième du sprint de l'arrière-garde des coureurs qui avaient été lâchés par Kevin Vauquelin. 5e également sur la Col-sur-Loup, c'est un bon puncher. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment un grimpeur puncher colombien, mais pour moi, en tant que dans une échappée, il peut aller gagner une étape. C'est pas un mec qui va jouer le classement général d'une course, mais je me dis que c'est pas le plus mauvais chez Astana, donc c'est pour ça que je vais suivre sa saison. Et puis Fedorov, pour terminer. Pur produit Astana, hein, parce qu'il est passé par la Vino Astana Motors, par ensuite l'équipe 1 d'Astana. Champion du monde espoir. Fedorov dans une course qui avait été rocambolesque, on va dire ça comme ça. Depuis, bah il n'y a rien quoi. Alors oui, il y a des championnats d'Asie, mais bon, pas grand chose quoi. Hein. C'est très faible sur les 2 dernières années. On a toujours dit que c'était presque un champion. Enfin, ça a souvent été dit que c'était un peu un champion du monde espoir. Peut-être un peu au rabais parce que c'était une année où certains coureurs étaient partis du côté de la catégorie élite et il s'est retrouvé avec pas mal de coureurs qui avaient 19 ans, qui étaient dans leur première année espoir. Je me souviens qu'il est champion, l'équipe de France, c'est Penouette Tronchon par exemple, qui est dans cette formation française. Donc je crois qu'il y a Olaf Koy qui fait 4 ce jour-là, et qui est quand même un sprinter de base, donc sur un parcours vallonné c'était pas si évident. Et Fedorov lui s'est imposé ce jour-là un petit peu à la surprise générale. Depuis il n'y a pas eu grand chose. Déjà c'est un coureur qui en termes de stratégie a tendance à attaquer un petit peu dans tous les sens et à être à contre-temps. Et après en termes de résultats pour le moment il n'y a pas eu grand chose hein. C'est faible du côté de Fedorov, donc je sais pas s'il est en capacité de faire mieux en termes de résultats. Je me dis, est-ce qu'il est capable de vraiment gagner en maturité, et qu'en gagnant en maturité, il progresserait en termes de résultats, c'est-à-dire à 25-26 ans? Je suis pas convaincu. Alors on va le suivre. Il sera sur le Hall ou la Tour, par exemple. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ces dernières saisons, c'est faiblard. Hein. Alors, encore une fois, à part ces titres en Asie, il n'y a vraiment pas grand-chose hein, en termes de résultats. Sur les autres courses, donc c'est pas exceptionnel. Le maillot, alors ils se sont dit tiens on va faire un dégradé, parce que c'est la mode des dégradés, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup trop au maillot de la Décathlon, alors que le maillot de l'an dernier était très visible, le maillot bleu clair comme ils ont l'habitude d'utiliser avant. Je préférais presque le design de l'an dernier parce que je trouve qu'il était plus marquant dans un peloton. Celui-là, vraiment, pour faire la différence avec la Décathlon, ça va être dur hein, dans le peloton. Alors, je peux pas vous en dire plus parce que sur le Down Under, on les a pas vus, les Astana, donc voilà, j'aurais fallu les voir sur cette course-là pour vous dire si côte à côte avec la Décathlon, vraiment, c'est un problème. Mais ouais, les 2 maillots sont quand même très ressemblants. Alors il est un peu plus clair le maillot de la Astana que le maillot de la Décathlon, mais ça va pas être facile à voir de ce côté-là. Par contre les vélos sont jolis, j'ai vu ils ont fait des beaux designs sur les vélos de chez XDS. Le design des vélos est pas mal. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mec Production. Ciao ciao!